Docteur Guy Perfet-Songué, bonjour. Bonjour Monsieur Bojico, bonjour aux auditeurs de Palafon. Vous êtes politologue, vous êtes enseignant d'université, mais en même temps, vous faites du coaching personnel. Alors, vous êtes un expert dans le coaching et le développement personnel. Alors, je voudrais savoir, à quoi ça sert le développement personnel? Le développement personnel est toute une industrie aujourd'hui qui s'est développée depuis fort longtemps en Amérique du Nord et commence à se développer en Europe, qui permet de transformer, n'est-ce pas, les vies des gens en modifiant leur façon de penser et d'agir. En fait, très peu de gens me le savent, mais ce sont des lois bibliques, ce sont des lois naturelles qui sont enseignées depuis des siècles par ceux qui possèdent le pouvoir et qui sont régulièrement enseignées dans les cercles de pouvoir. En fait, beaucoup de gens ne savent pas jusqu'à quel point leur façon de penser structure leur vie. C'est-à-dire, il n'existe pas de hasard dans la vie d'un individu. La manière de penser... Donc, il n'existe pas de chance. Il n'existe pas de chance. Je donne un exemple pour que vous compreniez. Vous et moi, on peut jouer dans deux équipes de football opposées. Vous shootez depuis le milieu de terrain. Tout le monde voit le ballon traverser. Tous vos collaborateurs, tous vos coéquipiers sur le terrain disent que vraiment, Monsieur Bojico, il a aussi le gros cœur. Il pense que le but là peut entrer. Mon gardien voit le but là arriver. Le ballon arriver doucement, ça rebondit. À la dernière fraction de seconde, lui, il pense que le ballon tombe sur une bosse qui le dévie, le but entre. Vos coéquipiers vont dire, ou bien tous les supporters de votre équipe vont dire que ça c'est la chance. D'autres vont dire que c'est la magie. Oui. Mais moi, le gars la pratique trop. Mon gardien va dire que c'est la malchance. Si quelqu'un regarde ce match, il va dire que c'est le hasard. Un événement, trois interprétations, où est la vérité? C'est que de toute façon, vous avez déjà vu dans votre tête qu'il était possible de marquer un but depuis le milieu du terrain et votre esprit a accompli ce que vous y avez mis. En fait, l'esprit humain a quelque chose d'extraordinaire. C'est connu en psychologie, c'est connu dans toutes les lois métaphysiques. C'est qu'il complète ce qu'on y met. De prime abord, regardez la terre, comme la terre. Si vous prenez une bonne herbe, vous prenez une mauvaise herbe, vous prenez un arbre fruitier, vous plantez les trois, la terre va faire grandir les trois. Ne dira pas que non, ça c'est le poison, je ne fais pas ça grandir. Là-bas c'est le fruit, c'est ça que je vais préférer. Non, l'esprit humain est comme ça, il ne cherche pas à savoir ce qui est bien ou ce qui ne l'est pas. Il exécute ce que vous lui demandez de faire mieux qu'un ordinateur. Donc le problème est d'attirer l'attention des gens sur le fait qu'il leur faut développer des pensées qui leur permettent de s'épanouir, de réussir et de construire. On ne peut pas réussir tant qu'on développe des pensées d'échec. On ne peut pas être épanoui tant qu'on est malheureux dans sa tête. Il est scientifiquement prouvé que on sourit parce qu'on pense le positif. Ce n'est pas à force de penser les négatifs qu'on va sourire. Donc, votre bonheur part de votre intérieur. Et contrairement à ce qu'on nous a fait croire, ce n'est pas le système qui façonne les individus, c'est les individus qui façonnent le système. Ah bon, c'est important. Oui, tant qu'on est dans une société où les gens croient que c'est le système qui a préséance sur eux, ils sont des victimes d'un système pour lequel ils ont un pouvoir. Et bibliquement encore, ça c'est vrai. La Genèse, pour ceux qui s'attachent à la Bible, a raison. Il est écrit dedans, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il domine la création. C'est-à-dire que l'homme est fait à l'image de Dieu, à sa ressemblance, c'est-à-dire il est comme Dieu. Tête, 4 membres, tronc, et il a l'esprit de Dieu. Bibliquement, on peut pas prouver le contraire, l'homme est un Dieu. Pourquoi l'homme est un Dieu? C'est parce que de la même manière que Dieu, il est capable d'utiliser l'énergie de la pensée, l'énergie de la parole, l'énergie de l'action. Mais si vous n'avez pas appris à penser ce que vous dites, à faire ce que vous pensez, donc après, utilisez le principe de l'unicité, être un en vous-même, vous manquez de puissance. Oui, parce que justement, il y a des gens qui ont de bonnes pensées, des belles idées, mais ne passent jamais à l'action. Ils ne passent jamais à l'action parce qu'ils n'ont pas compris. Il y en a qui ont de bonnes actions, mais qui n'ont pas été pensées avant. Oui. Alors, vous dites, docteur, qu'il faut être un. C'est-à-dire avoir la pensée, l'action, la pensée, la parole et l'action. En un. Alors, je vais expliquer ça plus facilement pour nos auditeurs. Ça veut dire, d'ailleurs, j'ai eu à suivre quelques-uns de vos enseignements, oui, où vous disiez que il y a des individus qui sont mentalement déstructurés. Voilà. Alors, on doit être structuré en savoir que on doit avoir des pensées qui vont avec nos paroles, des paroles qui vont avec nos actes. Donc, il faut être un. Oui. Mais il y a des individus qui ont des pensées à gauche, des paroles à droite, des actions au milieu. Ils sont incohérents. Ils ne disent pas ce qu'ils pensent, ne font pas ce qu'ils ont dit, et en fait disent une chose, font le contraire, pensent une chose, disent le contraire, et après disent « Ah, je n'ai pas dit ça ». Alors, qu'on peut dire que nous sommes tous responsables de ce qui nous arrive. Qu'on en ait conscience ou pas, tant qu'on n'apprend pas à utiliser la pensée, la parole et l'action en un point, on manque de puissance parce qu'on utilise 3 énergies créatrices de façon désordonnée. Pour qu'elles soient ordonnées, il faut faire comme Dieu. Lorsque Dieu crée le monde à travers la parole, c'est parce qu'il a pensé. Et il parle en harmonie avec sa pensée. Il agit en harmonie avec sa pensée. Et il parle en harmonie avec l'action qu'il pose.
Nous sommes des dieux, donc nous devons utiliser les mêmes principes. Être un. C'est la même chose pour un groupe. Lorsqu'on encadre des groupes, on leur apprend que quelle que soit la composition du groupe, l'élément le plus important, c'est d'être un. L'unicité du groupe. Si un groupe est constitué de personnes puissantes qui manquent d'unicité, il sera toujours fragile. Je donne un secret immédiatement là-dedans. C'est une redéfinition de la discipline. Pour moi, et tous les experts en matière de développement le savent, la discipline consiste, et je vais même dire l'autodiscipline consiste, à bien faire tous les jours de votre vie ce que vous savez qu'il vous faut faire, même quand vous n'en avez pas envie. Je le dis, bien faire tous les jours de votre vie ce que vous savez qu'il vous faut faire, même quand vous n'en avez pas envie. Au fur et à mesure, vous développez l'habitude de vous discipliner, vous prenez le pouvoir. Vous prenez votre pouvoir sur vous-même parce que c'est le plus important. Tout part de l'intérieur. Vous prenez le pouvoir sur vos faiblesses, vos paresses, votre ignorance, votre négligence, etc. Et c'est comme ça. Parce que vous n'êtes capable, en fait, que de donner ce que vous possédez. Dès que vous réussissez à prendre le pouvoir sur vous-même, vous en prenez sur le milieu extérieur. Vous n'avez aucune chance d'influencer les autres si vous n'êtes pas capable de vous influencer vous-même. Ça, c'est la première clé que je donne. La deuxième clé que je vais donner est relative à la vision qu'on a du succès. On est dans un pays où beaucoup de gens aiment utiliser une terminologie qui est pathologique, symptomatique d'une mauvaise appropriation du succès. Les gens aiment souvent dire on est arrivé, on n'est jamais arrivé. Le succès n'est pas une destination. Non, c'est un chemin qu'on emprunte tous les jours. Je vais donner une définition pour que les uns et les autres le comprennent. C'est la réalisation progressive d'un idéal de valeur. C'est-à-dire que si quelqu'un a établi dans sa tête que dans sa vie, il devrait être un grand journaliste, s'il est un grand journaliste, il a réussi. Si quelqu'un dit qu'il doit être un grand vendeur de beignets, s'il est un grand vendeur de beignets, il a réussi. Un très bon braiseur de poissons, si c'est ça, il a réussi. Mais il ne faut pas qu'il se dise qu'il est arrivé, non. C'est un processus permanent. Mais quand j'ai dit idéal de valeur, il faut donc avoir un idéal de valeur qui fonde une démarche, qui fonde une vision. Ça peut être quoi, par exemple? La perception que vous avez du bonheur. Si une femme estime qu'être une très bonne ménagère, mariée dans une maison, c'est son bonheur et que c'est ça qu'elle matérialise, elle a réussi sa vie. Si quelqu'un estime qu'il devrait être un très grand footballeur et c'est ce qu'il matérialise, il a réussi sa vie. Mais il faut qu'il comprenne, d'un point de vue de la perception de son idéal de valeur, que c'est une dynamique permanente. On n'est jamais arrivé. Je vais le dire autrement. Beaucoup de gens arrivent à la retraite et estiment qu'ils sont finis. C'est parce qu'ils n'ont pas compris ce que c'est que le succès ou la réussite. En fait, la retraite est une autre dimension de la vie. On peut même devenir très riche à la retraite parce qu'on s'est fait une vision structurée, progressive et prospective de ce qu'on va devenir après la retraite. C'est une autre partie de la vie. Pendant que dans tous les pays développés, les gens deviennent des experts dans un domaine parce qu'ils sont retraités, d'autres développent chez nous une expertise du fort ou tous les processus cataboliques parce qu'ils n'ont pas compris que, en fait, ils sont arrivés dans une dimension de leur vie maintenant, le temps leur appartient. Mais c'est la raison pour laquelle on a remarqué que beaucoup de gens décèdent dès qu'ils arrêtent de travailler. Oui, c'est la projection mentale. Dès qu'ils sont en retraite, ils développent des maladies, ils développent la misère, et ils deviennent belliqueux et beaucoup finissent par mourir étant dans la retraite. Alors, comment expliquer que pendant qu'on était en activité, on était en bonne santé, une fois en retraite, alors qu'on devrait se sentir nettement mieux, plus en forme, respirer l'air pur, c'est là où on développe les maladies et on finit par en mourir. Pourquoi on meurt si malheureux dans la retraite? C'est parce que premièrement, on s'est fait une très mauvaise perception de sa réussite. Et deuxièmement, parce que on n'a pas compris la loi d'attraction. La loi d'attraction, je vais la décliner en 3 temps. Le premier temps, c'est que nos pensées deviennent des faits. Si vous vous voyez en train de mourir, vous allez mourir. Nos pensées deviennent des faits. Si vous voyez en train de réussir, c'est ça qui va se passer. De façon constante, permanente. Voyez-vous en train de réussir. Voyez-vous en train de gagner. Voyez-vous en train d'améliorer votre vie. Voyez-vous en étant heureux dans votre futur. Nos pensées deviennent des faits. Ce n'est pas le hasard. Lorsque vous partez de votre maison pour aller au travail, vous avez déjà vu le trajet dans votre tête. Et c'est parce que vous avez vu le trajet dans votre tête que vous choisissez comment vous devez vous vêtir, quels sont les instruments qu'il faut regrouper à la maison, comment est-ce qu'il faut planifier le trajet de la maison au lieu de service, etc. Je te le dis maintenant autrement. Nous devenons ce que nous pensons. Et là, docteur Songhai, vous ne parlez pas d'une simple espérance que cela peut se réaliser, mais d'une ferme conviction que cela va se réaliser. Absolument. Voilà. La ferme conviction. Nous devenons ce que nous pensons. Pour construire une radio comme Balafon, il a fallu que quelqu'un pense le projet de la construction d'une radio. Et une vision claire de l'idéologie qu'il va véhiculer, de la démarche qu'il va utiliser, de l'impact que cette radio va représenter et de la perception que cette radio peut avoir en termes de modification des représentations sociales, politiques, économiques, etc. C'est une vision à la base. Et quand nous devenons ce que nous pensons, c'est-à-dire que ce en quoi nous croyons,
en termes de devenir, en termes de projection, est une énergie créatrice. J'ai dit ça en deux temps. J'ai dit, nous devenons ce que nous pensons, nos pensées deviennent des faits. Maintenant, je vais le dire autrement. L'énergie coule là où l'attention va. C'est toujours la loi d'attraction que je suis en train de décliner. Beaucoup de gens ne savent pas jusqu'à quel point ce sur quoi ils se concentrent, ce à quoi ils accordent de la valeur, c'est ça qui est vivant, c'est ça qui existe. Si vous êtes par exemple, vous tombez malade, peu importe la maladie, vous donnez trop de valeur à la maladie là va peser sur vous, beaucoup plus. Si vous ne lui donnez pas de l'attention, vous accordez plus d'attention à autre chose qui vous apporte du bonheur, la maladie là peut même partir sans traitement. C'est cliniquement prouvé, sinon l'effet placebo n'existerait pas. Oui. Puisque le placebo, c'est un comprimé qui n'a aucun principe actif, c'est de la poudre. On donne ça au malade, on lui dit que c'est le traitement est guéri. C'est la preuve que c'est l'esprit qui traite le corps. Donc il y a un certain nombre de choses que les gens ne comprennent pas parce qu'on a veillé à ce qu'ils ne les sachent pas. Les grands maîtres de ce monde, depuis des millions d'années, connaissent ces lois. D'ailleurs, même beaucoup de gens qui sont dans les sectes savent ça. Bon, comme on n'est pas dans les sectes, nous on peut donner les secrets là dehors. Bien sûr. Donc, il se trouve que nous devenons ce que nous pensons. L'énergie coule là où l'attention va. Il faut que les auditeurs de Balafon réalisent donc que s'ils veulent réussir, ils ne doivent penser que réussite. Ils ne doivent voir que leur bonheur. Ils ne doivent accorder du temps, de l'énergie au quotidien, à chaque seconde de leur vie, qu'à ce qui leur permet de matérialiser leurs rêves. C'est comme ça que ça marche. Et le Christ a donné ses lois. Le Christ a dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Je vais en dire autrement. Le Christ a dit, tout ce que vous me demanderez à travers la prière avec foi, vous l'obtiendrez. Quand je parle du Christ, il est établi comme étant un grand maître spirituel. Qu'on soit chrétien ou pas, on sait que le Christ est un maître. Oui. Les musulmans savent qu'on l'appelle Issa. Issa qui veut dire le Christ. Donc ils savent que c'est un grand prophète, donc ils sont d'accord au moins là-dessus. Ce sont des principes naturels qu'on n'enseigne pas. La société justement, docteur, reprenez encore ça, parce que nos auditeurs ils trouvent ça très passionnant. Reprenez encore. Il est très important de comprendre ces lois, c'est-à-dire, nous devenons ce que nous pensons, nos pensées deviennent des faits. Et j'ai parlé maintenant du principe de la foi, c'est-à-dire la ferme assurance des choses que l'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas, et en la déclinant comme si, tout ce que vous me demanderez avec foi à travers la prière, vous l'obtiendrez. Et l'autre domaine que j'ai relevé, c'est-à-dire qu'il vous soit fait selon votre foi. Je le dis autrement. C'est-à-dire, c'est ce en quoi vous croyez qui pèse, qui est puissant. Vous croyez en votre bonheur, c'est ça qui va se matérialiser. Et maintenant, je vais donner une autre clé parce que certains ne voient pas. Il ne faut pas réfléchir sur le comment. Tant que l'être humain, dans sa relation à Dieu, qu'il soit dans une religion ou pas, cherche à gérer le comment, il va échouer. Le comment appartient à Dieu. Le plus important que nous devons faire, c'est croire. Mais c'est un entraînement intense pour arriver à comprendre jusqu'à quel point ces choses marchent. On aime toujours mettre l'intelligence là où elle est incompétente. Non, je demande d'utiliser l'intelligence comme on utilise toutes les autres choses, mais de mettre au cœur, comme carburant premier, votre esprit. Donc, c'est des choses que j'enseigne en entreprise. Depuis, j'ai fait de grands séminaires à Camtel. J'ai formé plus de 90 cadres de Camtel. J'en ai formé plus de 40 au ministère des Finances. Tout frais payé par le ministère des Finances. Je l'ai fait à plein d'entreprises. Ça fait au moins 4 ans que je fais du coaching. Je l'ai fait dans des universités privées. J'explique aux gens comment procéder pour changer leur performance, comment modifier leur rentabilité, comment modifier même leur foyer, comment améliorer, n'est-ce pas, la gestion du stress, parce que tout part de l'intérieur. On est dans un domaine où pour donner comme un doigt, il faut posséder plus qu'un bras. Beaucoup de Camerounais veulent le changement. Ils ne savent pas jusqu'à quel point pour obtenir le changement, il faut être le changement. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. En fait, les plus grands maîtres ne sont pas ceux qui enseignent ce qu'ils ont appris. Les plus grands maîtres sont ceux qui enseignent ce qu'ils sont. Il faut posséder pour changer. Donc, tant que les Camerounais sont nombreux à croire que c'est d'autres qui apporteront le changement, ils n'iront nulle part. Parce que pour apporter le changement, il faut être le changement. Et ce changement commence dans votre intimité la plus profonde et dans la pratique quotidienne de vos combats et dans l'adversité que cela implique. Parce que quoi? Et ça encore beaucoup ne le savent pas. Personne n'a plus de pouvoir sur votre vie que vous-même. En réalité, nous sommes les pires adversaires que nous puissions avoir sur Terre. En réalité, personne ne peut vous traiter avec condescendance sans votre autorisation. En fait, quand les gens vous traitent avec condescendance, c'est pas parce que vous leur avez dit que vous pouvez me traiter avec condescendance. C'est notre façon d'être, de paraître, de penser qui leur donne ce droit-là. Et justement, on dit souvent, respecte-moi et on te respectera. Effectivement. Donc, c'était, n'est-ce pas, quelques lois comme ça que je voulais donner en primeur à Radio Balafon. Je ne l'ai jamais fait sur une chaîne radio. Justement que vous appréciez ce que nous faisons lorsqu'on évoque un thème à chaque fois pour nos auditeurs dans le cadre de ce coaching personnel. Disons, c'est parce que j'ai été marqué par ce discours que beaucoup
ne comprennent pas comme étant fondamental, le discours qui amène les auditeurs à balafon à comprendre que leurs pensées sont importantes. Quand on dit pensée positive, c'est quelque chose qui est vulgarisé un peu partout à travers le monde, mais très peu de gens réalisent jusqu'à quel point c'est puissant, jusqu'à quel point c'est important. C'est-à-dire que tout part de là. Si vous voulez comprendre le sous-développement, regardez les façons de penser. Si vous lisez les modes de pensée, vous comprenez le sous-développement. En fait, pour qu'on développe un pays, il faut modifier les façons de penser. Je vais maintenant le dire autrement. Si vous voulez comprendre comment le sous-développement s'est imposé en Afrique, vous n'avez qu'à comprendre comment est-ce qu'on a développé les modes de pensée en Afrique. Vous allez comprendre pourquoi, au lieu d'être des agents du développement, beaucoup de gens sont entrés dans le processus de développement du sous-développement au point d'être des agents du sous-développement. Docteur Guy Patrice Songa, donnez-nous un exemple. Guy Patrice Songa, un exemple. La pauvreté est un état d'esprit. Oui. Par exemple, vous avez une société comme la nôtre aujourd'hui où nous avons des enfants qu'on envoie à l'école et on les a envoyés à l'école avec une représentation de l'école. C'est un endroit où on s'envoie obtenir les diplômes. C'est une catastrophe. Ah bon? Les diplômes ne peuvent pas résoudre les problèmes dans un pays. On devrait envoyer les enfants à l'école par rapport à la perception que l'école est un endroit où on apprend le savoir-faire. Savoir-faire, savoir-être. Alors, à partir du moment où on ne développe pas chez eux cette perception de l'école et l'ingénierie qui va avec, ils s'en vont obtenir les diplômes parce qu'ils croient que quand ils ont les diplômes, ils vont trouver du travail. Ou bien quand ils ont les diplômes, ils deviennent indispensables dans la société. C'est faux. Je donne un exemple pour que vous compreniez la façon de penser. Les femmes qui font du poisson braisé, le vendent à 3 000, 5 000, 7 000. Les gens s'alignent pour acheter ce poisson, sont spécialistes du poisson braisé. On devrait les appeler comme ça. Pour être spécialiste du poisson braisé, on n'a pas besoin du CEPE. Si on avait développé dans les modes de pensée la nécessité de réfléchir de façon opérationnelle à résoudre les problèmes, les gens apprendraient plus à aller à l'école pour développer un savoir-faire. Je vais maintenant aller plus loin. C'est très grave ici dehors aujourd'hui. Vous avez beaucoup de filles qui font l'école comme les garçons. Mais elles ont mis dans la tête que c'est l'homme qui doit leur donner ce dont elles ont besoin. Jusqu'à ce qu'on prouve le contraire scientifiquement, le cerveau de la femme n'est pas inférieur à celui de l'homme. Alors, si on développe une société dans laquelle nos femmes sont spectatrices, là elles devraient être actrices, consommatrices, là elles devraient être productrices, on développe le sous-développement depuis la fondation. Pourquoi je dis la fondation? Les débats concernant l'égalité entre hommes et la femme, c'est de faux débats. Les dimensions philosophiques, ésotériques africaines savent que la femme est la base de la famille, donc la base de la société. Sans famille, il n'y a pas de société. Sans famille, il n'y a pas de famille. Ça veut dire que quoi? Si vous voulez ériger une société sur des bases solides, vous devez avoir la fondation solide. Comment se fait-il que nos femmes soient déjà dans des positions de faiblesse? Elles sont déjà antipathiques par rapport à toute logique de leadership. Elles sont nombreuses à être réfractaires à la réflexion. Au point où maintenant, elles sont même complices de leur sous-développement. C'est la mentalité, c'est le mode de pensée, c'est la démarche mentale. Elles sont nombreuses à avoir un potentiel extraordinaire, souvent de nature très intelligente, une beauté remarquable, quand je parle de beauté, de la dimension physique jusqu'aux dimensions mentales, spirituelles, mais une profonde incapacité à utiliser ce potentiel parce qu'on leur a mis dans la tête que leur bien-être, leur pouvoir, leur indépendance, leur autonomie vient de l'autre. Et justement, on peut avoir une société où les gens sont lettrés, ils ont même des diplômes. Je prends le cas de la société camerounaise, même si ça peut déplaire de le dire comme ça. Les gens sont lettrés, mais ils sont profondément aliénés. L'aliénation est qu'une question de posture mentale et de posture comportementale conséquente à une perception de l'idéal. Une société dans laquelle on fait croire aux femmes que c'est par rapport aux hommes qu'elles doivent exister. C'est-à-dire qu'elles peuvent développer un véritable pouvoir, est une société qui ne peut pas décoller. Parce que les femmes, je prends un certain nombre de programmes qui sont des programmes d'aliénation que nos femmes aiment suivre aux heures de 19h, 20h, un peu partout. C'est les séries télévisées. Oui. Voilà. Où leurs stars sont des imbéciles, je définis. Un imbécile est un individu dont le niveau de réflexion ne dépasse pas celui d'un enfant de 7 ans. C'est-à-dire que quoi? Un individu qui en lieu et place de la rationalité utilise le ressenti. En lieu et place de la raison utilise les affects, c'est-à-dire les sentiments. C'est un imbécile. Or, on connaît très bien aujourd'hui, c'est scientifiquement prouvé, les influences de l'audiovisuel à travers le processus d'identification au modèle. Si votre modèle est un imbécile, vous entrez dans un processus d'imbécilisation, donc d'aliénation. Une société dans laquelle on a habitué nos filles, n'est-ce pas, à suivre un certain nombre de modèles qui graduellement diluent leur perception de la norme, c'est une société qui est en train de se détruire. Et elle se détruit de plein de façons. D'abord, le seuil de tolérance que les uns et les autres pourraient développer autour du bon sens, autour de la norme, est dilué, est détruit. Deuxièmement, regardez deux éléments purement mécaniques que les gens ne voient pas. L'heure à laquelle ces séries passent, c'est des heures auxquelles les maris rentrent du travail. Il y a une magie
qui est brisé dans ces foyers où les femmes sont accrochées à ce genre de choses, c'est que le mari là à laquelle on doit lui donner à manger, on s'occupe pas de lui. L'homme est très attaché à la personne qui lui donne à manger. Affectivement, et en Afrique, on le sait. Lorsque l'homme arrive le lundi, le mardi, le mercredi, jeudi, chaque fois qu'il vient, ce n'est pas sa femme qui lui sert à manger. Ça le frustre intimement, mais il ne parle pas. Ça se passe comme ça jusqu'à ce qu'un jour, il commence à se demander pourquoi il doit rentrer à la maison. Il a deux options. Soit rentrer épouser le programme de son épouse, soit rentrer à la maison à une heure, on va s'occuper de lui. Mécaniquement, il apprend à rester un peu plus longtemps dehors. Et quand il reste dehors, il commence à disperser l'énergie dehors. L'énergie physique, mentale, affective, financière. Je parle seulement de cet élément de désubstantialisation du foyer et de déstructuration du lien familial à travers un processus national d'imbécilisation et d'aliénation de nos femmes, qui sont fondamentales pour la famille. Prenons nos sœurs qui sont complices de leur mère dans ces séries qui ont pour but prioritairement de réduire le seuil d'analyse, le niveau d'analyse et même la norme d'analyse dans nos sociétés et d'aliéner ainsi les individus. Les enfants qui suivent ces séries, mécaniquement, ça aussi c'est prouvé en psychologie. Si quelqu'un attend une série, une heure avant, il peut plus être concentré. Qu'il soit à l'école, au primaire, au secondaire, à l'université. Une heure avant, il peut plus. Pendant la série, il ne peut rien faire. Après, il doit gérer les émotions conséquentes à cette série-là. Et faire les commentaires. Faire les commentaires. Déjà, commençons déjà à prédire l'avenir. Oui. Dans le prochain épisode, imaginez qu'une série en temps brut lui prend 3 heures par jour, multiplié par 6 si c'est seulement pour 6 jours. Multiplié par 4 pour voir ce que ça lui coûte par mois, multiplié par 9 pour voir ce que ça coûte dans une année scolaire. Une série en temps brut, ça vous coûte à peu près l'équivalent d'un mois. Maintenant, imaginez toutes les incidences comportementales et mentales. Ces séries font que de plus en plus les filles sont réfractaires, quel que soit leur niveau d'instruction, à des amis intelligents. Je vous dis quelque chose d'extrêmement grave. C'est un truc, je suis en train d'analyser ça, je viens de publier un travail scientifique là-dessus. Il y a beaucoup de filles qui maintenant préfèrent avoir des copines idiotes. Parce que la copine qui va attirer son attention sur un certain nombre de choses cohérentes, responsabilisantes, tout ça, c'est une copine qui l'emmerde. La même chose, elle doit sortir avec un gars idiot. Le gars intelligent, il faut le fuir, il l'emmerde. Parce qu'elle n'a pas besoin de réfléchir. Elle doit réfléchir comme ces gens-là qui vivent, je sais pas, à 300 km/h, qui ne travaillent pas paradoxalement, on ne sait pas comment ils ont leur revenu. Et ils doivent fantasmer sur ce genre de mécanisme. Ça veut dire que quoi? Même si un enfant fait l'école jusqu'à un niveau supérieur, il reste aliéné. Parce qu'il n'y a pas de substance, il n'y a pas d'essence d'un point de vue mental par rapport au rapport qu'il devrait développer dans sa formation. Le problème que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que l'école a un esprit. Et il y a des questions élémentaires auxquelles on n'a pas répondu au Cameroun qui comprennent, qui expliquent la pathologie et qui montrent jusqu'à quel point on est en train de déraper. Si on avait répondu à des questions élémentaires au Cameroun, c'est-à-dire, quelle est l'idéologie du développement? Quelle est la philosophie du développement? Quelle est la vision du développement qui fonde une vision de l'école? On n'aurait pas ce genre de choses. Or, si on avait posé des questions de savoir quand on fait l'école au Cameroun, c'est pour fabriquer quel type d'individu? C'est pour fabriquer quel modèle de citoyen? On n'aurait pas ce genre de choses. En fait, l'une des preuves qui est symptomatique d'une profonde incompréhension de la spiritualité, de l'idéologie, de la philosophie qui devrait y avoir derrière l'école, c'est que nous savons ça dans nos familles. Quand un enfant s'en sort par l'enseignement général, on l'envoie à l'enseignement technique. Preuve qu'on n'a pas compris à quoi sert l'enseignement technique. Maintenant, on n'a même pas compris fondamentalement comment est-ce que l'école doit être un instrument de développement. Et quel est le rapport entre les spécialisations, les modules à l'intérieur de l'école et les réponses au développement. Quel est même le modèle de développement qui fonde une démarche de l'école? Donc c'est des questions de fond auxquelles on ne répond pas. Conséquence à cela, beaucoup de médias, parce que les médias font partie des appareils idéologiques de l'État ainsi que de l'école, contribuent à aliéner les populations. Et vous avez beaucoup de gens qui ont des diplômes, vous avez même beaucoup de... Pour avoir le doctorat, ce n'est pas compliqué, vous apprenez vos leçons. Maintenant, est-ce que vous avez compris la spiritualité qu'il y a derrière? Est-ce que vous avez compris l'idéologie qu'il y a derrière? Est-ce que vous savez même qui vous êtes d'un point de vue de l'identité ontologique? Est-ce que vous savez qui vous êtes d'un point de vue de l'historicité de l'Afrique? Puisque beaucoup de gens continuent par exemple à croire que le christianisme vient de l'Europe parce qu'on ne leur a pas enseigné la vraie histoire. Jésus ne pouvait pas être blanc. Jésus était un métis de deuxième génération. C'est-à-dire que beaucoup de gens ne savent pas qu'au stade de l'évolution de la science aujourd'hui, on ne peut pas dire que Jésus était un blanc. Jésus était un métis. Si vous voulez à peu près voir la couleur de peau de Jésus vrai, regardez à peu près la couleur de peau du fils de Yannick Noah. Puisque la famille maternelle de Marie était noire.
C'était des Cananéens. Les Cananéens étaient des Noirs. Quand vous regardez la Bible, aujourd'hui, les gens ne savent pas, par exemple, comme on n'a pas enseigné la vraie histoire, que tous les grands héros de l'Ancien Testament étaient des Noirs. Moïse ne pouvait pas être blanc. Moshe, ça vient de l'Égyptien ancien. Moshe, ça veut dire sauver de l'eau. Quelqu'un qui n'était pas égyptien ne pouvait pas être général dans l'armée. Égyptien, s'il n'était pas égyptien de souche, Abraham ne pouvait pas être blanc. Les blancs aujourd'hui, si on n'enseigne pas le passé, les gens ne savent pas que les blancs existent depuis seulement 40 000 ans. Beaucoup de gens ne savent pas. Les jeunes sont arrivés, ça fait seulement 30 000 ans. Pendant des millions d'années, il n'y avait que des noirs sur Terre. Beaucoup de gens ne savent pas aujourd'hui de par l'évolution scientifique, parce qu'on veille à ne pas enseigner ça dans nos écoles, que de toute façon, la partie qu'on appelle le Moyen-Orient, tout ça, c'était d'abord l'Afrique avant. Les gens là ont changé la géographie en 1859. Ah bon? Oui. Ils ont changé une bonne partie de l'histoire vers la fin du 15e siècle. Nous, aujourd'hui, on a travaillé justement, sur nous voyons ça parce que l'Égypte est pratiquement le couloir qui mène au Moyen-Orient. Oui. Il y a un certain nombre de choses qu'on devrait mettre dans nos programmes scolaires, que les enfants connaissent les vraies bases. Je vais vous montrer quelque chose, par exemple, qui devrait fonder les démarches comportementales et mentales et qui devrait modifier les schèmes de développement. Le tribalisme, par exemple, est une profonde bêtise au Cameroun. J'ai organisé un colloque en décembre 2012 sur les peuples Mpo. L'impôt, quand on parle d'impôt, beaucoup de gens croient que l'impôt, c'est le Bakoko. Non. L'impôt, les descendants d'Mpo Mingedami Libeti qui a vécu il y a plusieurs millions d'années. Au Cameroun, je veux parler à l'échelle continentale. Parce qu'il y a un d'impôt qui sont blancs. Au Mexique, Nouvelle-Papouasie. C'est les Fondjomokwet. Ah bon? Les Fondjomokwet sont les frères de Bassa, ils ne savent pas ça. Les Fondjomokwet, les Bamoun, les Mbang, les Yembong, les Yebekolo, les Yebekanga, les Yezum, les Bekokwe, les Douro de l'Adamawa sont les frères de Bakoko. Ils sont venus en 92 demander à Georges Watengango comment vous pouvez organiser l'impôt sans nous demander. On appelle le fleuve en haut Sanaga. Vous l'appelez en bas Sanaga. Vous ne savez pas que nous sommes les frères. De la même manière que le fleuve Vori prend sa source dans le mont Mamoutos. Oui. Quand vous fouillez les arbres généalogiques, vous allez vous rendre compte que certains Bamileke viennent des Bassars. Donc, il y a un non-sens profond dans le tribalisme parce qu'on n'a pas enseigné la vraie histoire. Les gens ne connaissent pas leur identité. Vous avez certains Douala, que cela plaise ou pas, qui viennent des Bamileke. Pourquoi ça vient entre autres de la traite négrière? On prenait certains Bamileke dans le territoire, on les amenait à la côte, et arrivé à la côte, le blanc ne les prenait pas, ils se naturalisaient là. Il y a beaucoup de choses. Laissons même les peuples Mpo, qui sont seulement un sous-ensemble des Bantous. Je dis les choses qu'on devrait enseigner à l'école. Écoutez bien nos langues, les encodages sont totalement les mêmes. Je le dis partout où je fais des séminaires. Un arbre ne pousse pas par les feuilles. Vous ne pouvez pas venir subitement dire que vous regardez un arbre par en haut, vous dites que la feuille, ce n'est pas la sœur de l'autre. Vous savez que les branches sont où? Vous avez trouvé le tronc. Vous savez où sont les racines. Si vous écoutez un Bamileke, peu importe d'où il est, un Chang, un Bafoussam, un Bangang, un Fondjomekwe, peu importe. Ils parlent la même langue que les Bassars, les Douala. Ils ne savent pas. C'est parce qu'ils ne s'entendent pas. Parce que les codes sont totalement les mêmes. Dans toutes nos langues, on dit « je t'ai connu derrière l'autre ». En termes d'encodage, on monte en haut, on descend en bas. Si on veut te demander où est-ce que tu habites, l'encodage est exactement le même. Où est-ce que tu es assis? Dans presque toutes ces langues, oui, ça c'est vrai. Oui. Où est-ce que tu es assis? Chez nous, par exemple, on dit que Ononzo. Oui. Ononzo, ça veut dire, tu habites où? Oui. Mais ça veut dire, où tu es assis? Tu dis ça en Bassa, c'est le même code. Ah bon? Tu dis ça en Boulou, c'est le même code. En Bakoko, c'est le même code. Ah, mais ça, c'est incroyable, ça. C'est que nous, on a fait des travaux scientifiques qui nous amènent à comprendre où chez sont les gens, on va dire Onanro. Oui. Mais on veut dire s'asseoir. Tu es assis Tu es assis où? Mais ça veut dire, tu habites où? Oui. Onanro. Partout. Les radicaux concernant la maison, concernant la terre sont les mêmes. Même dans les codes initiatiques, on fait les mêmes gestes 9 fois. Ah bon? Tu vois ça chez les Bassars, tu vois ça chez les Bamileke, c'est la même chose. Pourquoi est-ce qu'on n'enseigne pas les choses qui devraient montrer aux gens qui ils sont, d'où ils viennent, ce qu'ils valent? Il y a d'autres choses que j'aimerais dire comme ça spontanément parce qu'on est en train d'essayer, n'est-ce pas, d'instruire nos concitoyens à travers la radio Balafon. C'est que franchement, si les gens savaient qui ils étaient, ils seraient plus fiers, ils oseraient un peu plus. Comment on fait pour bénéficier de toutes vos connaissances? De toute manière, et de votre expertise en matière de coaching personnel? On peut me joindre au 98 76 39 80, 98 76 39 80 ou au 73 76 50 94, 73 76 50 94. Je suis disponible. Ça fait plus de 4 ans que je fais ça. Et de toute manière, toutes les personnes qui ont déjà suivi mes programmes de coaching ne sont plus les mêmes. En fait, du moment elles ont compris que dès au moins elles ont des clés, il faut les utiliser. Ces choses-là, ce n'est pas la théorie. Et nous avons tous des clés, il faut seulement les utiliser. Il faut les utiliser.
que de rester dans les quartiers et s'apitoyer sur son sort. Voilà. Il faut développer ses clés. Effectivement. Merci, Dr Guy Parfait Songuer. Merci et très bonne journée aux auditeurs de Balafon Radio.